Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro des Détendus du Cast, officiellement le premier. Mais bon, pour moi c'est le deuxième parce que le premier essai a été concluant. D'ailleurs, on vous remercie pour toutes les écoutes. On a dépassé les 200 là, hier. C'est ça, Carlo? Oui, merci beaucoup. Donc on vous remercie aussi pour les retours, ça nous touche beaucoup et ça nous encourage encore à continuer ce projet. Aujourd'hui, on va être nombreux autour de la table virtuelle qui nous permet de débattre. Donc Carlo est là, Bonjour tout le monde. ça va bien? Bah ouais, pas mal. Carlo est là, on l'a présenté tout à l'heure. Box est là aussi pour son retour. Bonjour les gens. Ça va bien aussi? Ah bah oui, ça va, même si j'ai du mal à être ta spécificité en maths. Faut préciser que Box vient de se réveiller, hein, donc voilà. Ah, j'ai une bonne voix d'outre-tombe, c'est bon. Et un nouvel intervenant qui nous rejoint aujourd'hui, c'est Calexo. Ich bin ein Berliner. Bonjour Calexo. Hallo Leute, ça va tout le monde? Bonjour ça sent Angela, les années comment 40. vas-tu? Ouais, c'est vrai, je l'ai pas encore croisé Angela, hein. J'ai croisé beaucoup de punk à chien, mais pas d'Angela. Ah ça va. Ouais, alors, les bières à 8% et tout, c'est génial les rues de Berlin, franchement. C'est une ancienne PK chienne d'ailleurs, Angela, on le sait pas, mais elle a commencé comme ça. Bon, pas ici, ce serait pas étonnant, ouais, t'as bien raison. Ça a beaucoup joué dans son élection d'ailleurs. Mm. Ça va, t'as pas trop pris de poids avec les saucisses curry J'ai même pas encore essayé, dis-toi. J'ai pas Ah encore mais essayé là, le non, mais là, tu currywurst. files dans la colle, Calexo. Ouais, là, je suis T'es désolé. à Berlin, t'as pas pris de currywurst. Bon bref. Notre invité du jour, on inaugure une nouvelle rubrique, donc on aura un invité tous les mois. Aujourd'hui, c'est Vernam. Salut Vernam. Salut. Bienvenue Bernam. Ouais, applaudissements quand même pour l'invité. Hein. Ouais. Merci. Donc juste Alors, le principe justement de l'invité, c'est que vu qu'on est un podcast communautaire, à chaque fois qu'on tombera sur un article plutôt bien écrit, qui est un petit peu profond, qui ramène quelque chose, enfin une vraie participation au forum, très clairement le gars qui aura écrit l'article aura une grosse possibilité d'être invité avec nous pour parler justement du sujet en question dans le podcast. C'est un peu le thème du podcast et on espère que ça plaira à tout le monde. Et puis je crois qu'on est tombé sur un pas mauvais là pour le coup. on a un client là, mais si ça peut vous encourager à écrire des articles, à contribuer au site, c'est très bien. Hein. Carrément. Alors Vernam, présente-toi parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, tu es assez nouveau dans la communauté. Alors ouais, moi je suis un peu tombé sur le forum par hasard, en cherchant un petit peu des communautés francophones autour du jeu vidéo. Et du coup, le forum m'a beaucoup plu. J'ai commencé à discuter un peu avec vous, et puis voilà, me voilà. Et donc à quoi tu joues? Alors en ce moment, je joue énormément à Battleground. Sinon, Tu vas nous en parler tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, on va faire ça. Sinon, je joue pas mal casse de réalité virtuelle, vu que j'ai un Vive. Et puis, je suis un vétéran, on va dire, d'Arma, Arma 2, Arma 3. Oh, Donc, super, un PCiste dans asocial. l'ensemble. Super. PCiste dans l'ensemble du coup. PC, uniquement PCiste, ouais. J'ai jamais eu de console. Et puis, vu que je suis développeur, PC. Voilà. D'accord, donc t'es quand même bien dans le sujet quoi. Voilà, on va dire ça. Développeur quoi? Développeur web, développeur jeux vidéo? Full stack web. D'accord. Donc est-ce que ça te donne quand même, Ouais, au revoir. Bon après-midi tout le monde. ça te donne quand même une porte ouverte un peu sur le développement des jeux? Tu t'y intéresses ou pas? Ouais, je m'y intéresse forcément parce que j'ai été amené à travailler avec Unity et j'ai aussi fait un projet sur l'Unreal Engine 4. Donc ça me donne un petit point de vue, on va dire, sur les outils utilisés dans le développement de jeux vidéo. Et puis je suis amené à travailler en équipe aussi dans des infrastructures orientées technologique et développement. Donc même si c'est pas directement du jeu vidéo, ça me donne une bonne représentation du fonctionnement en interne d'une team.
Quand on vous disait qu'on avait un client là, quand même, On va être petit. ça déconne zéro là. Ça déconne Ouais. zéro. Ah, moi je me sens con, hein, je sais pas vous, mais. Déjà. Et il a déjà. osé tenir tête à Smiley. Il a osé tenir tête Ah, à y a- Smiley pendant environ 3 ou 4 postes. Oh Hein. là Bon, ensuite, Ah, il a craché sur Ubi. Ouais, je ne savais pas, je ne savais Il pas. faut Ah non, pas. mais il sait comment s'intégrer, c'est bien. Moi, j'ai rien compris. C'est quand qu'on parle de slip et jeux vidéo? Parce que je suis venu pour ça à la base. Ah, et détendu du Ça. slip, je crois que le nom n'est pas resté malheureusement. Ouais, ça passe Ah, pas. je suis triste. Je suis triste. Bon, trêve de conneries, on va enchaîner un peu sur les infos du mois. Les infos du mois, donc, Carlo, de quoi vas-tu nous parler ce mois-ci? Ah bah je vais remplir le rôle du gros connard qui ne parle que de spec et de technique. Et je vais Je vous crois que t'es donner- pas seul aujourd'hui à faire ça, donc. Ouais, mais c'est bien, je me sens tellement mieux. Non, je vais parler de l'annonce de la Scorpio que Microsoft a alloué à Digital Foundry. Xbox Scorpio, hein, c'est ça? Ouais, Xbox, le projet Scorpio. Elle s'appellera certainement pas Scorpio, en tout cas je pense pas, mais c'était le projet Scorpio. Donc bah les specs sont tombés. Et puis Alors bah, comment dire? Bon, quand ils disent la console la plus puissante du marché, bah oui, très clairement, ça c'est clair. Après, La concurrence n'est pas rude non plus en même temps. la PS4 Pro est sortie il y a pas longtemps et elle avait quand même amené quelques améliorations. Maintenant, oui, c'est mieux, mais c'est pas non plus la supra grosse claque. Et pourtant, on pourrait potentiellement s'attendre à un prix qui va grimper, ne serait-ce que par le fait que elle va proposer un lecteur Blu-ray 4K, ce qui n'est pas le cas de la PS4 Pro. Donc rien que pour ça, vous pouvez d'ores et déjà être sûr et certain que c'est 100 € plus cher. En gros, elle sera soit à 500, soit à 600, pas plus, pas moins. C'est l'un ou l'autre. Tu penses que c'est un prix correct ou c'est encore un peu trop cher? Je sais pas, c'est des prix qu'on a déjà vus. La PS3 était en 2007 à 600 € quand elle est sortie. Bon, elle a un peu bidé, mais en tout cas au départ, hein, il n'empêche qu'elle a quand même eu une belle vie. Alors son prix a baissé par la suite, ça a aidé. C'est des prix qu'on a déjà vus quand même. Donc si c'est à 500, je pense que ça posera pas grand problème. Encore faut-il être la cible du produit et on pourra éventuellement discuter un petit peu plus tard. On en parle déjà sur le forum, c'est plutôt intéressant, faut pas hésiter à y aller. Ouais, pour vraiment les specs complètes, allez voir sur le forum. Moi, je suis un Ouais. néophyte, je comprends que dalle, donc je pense Non, qu'il vaut mieux qu'on reste sur des bases simples aussi pour tout le monde dans cette Puis, émission. et puis de toute façon, comme le disait, je crois que Goku le disait sur le forum, c'est les jeux qui font la diff. Alors, il y a certes les gens qui achètent une machine pour les specs. Et moi, j'avoue que j'aime la nouveauté, donc j'ai plutôt tendance à être attiré par la nouveauté et la puissance. Maintenant, c'est sûr que s'ils sortent une Scorpio avec Crackdown 3 et State of Decay 2, bon, bah voilà, c'est tout. Et si on compare ça, disons, à un niveau PC, ça vaut quoi? C'est milieu de gamme? Ouais, c'est un PC de moyenne gamme, correct, j'ai envie de dire, plutôt Ouais, donc correct. 600 €, c'est quand même pas mal. C'est plutôt abordable. Après, on verra, mais moi je pense, enfin là, Vernam, mais pour le coup, vous avez tous votre mot à dire, vu qu'on a tous un PC, on a tous dépensé de l'argent pour des PC à des degrés différents. Je pense qu'aujourd'hui, pour 600 €, t'as un PC qui peut te permettre de jouer dans des conditions correctes à peu près tout. Après, tu pousseras pas, quoi. Bah, moi, je crois que c'est ça. J'ai payé à peu près 600 € pour monter mon PC. Je peux jouer à tous les jeux, mais bon, c'est vrai que je peux pas jouer en 4K, quoi. Les specs annoncés du projet Scorpio sont quand même un petit peu supérieurs à un PC de middle gamme, mais pour se faire un PC équivalent avec 600 €, à part braquer un camion, pas comment on fait. C'est jamais les descentes de camion, des fois, quand on a Ouais, des bons contacts. parce que quand même, ils ont l'air d'avoir mis du bon matos dedans. Après, il faut voir comment ça tourne, etc. Puis ça reste optimisé comme toutes les consoles. Ouais, bien Maintenant, pour faire un PC équivalent avec 600 €, je pense que c'est impossible à l'heure actuelle. Avec un lecteur 4K, Blu-ray, avec. C'est quand même tout plutôt ça, nouveau, ça, une console qui peut rivaliser quand même avec les PC. Ouais, Des ça, bons ça PC. rivalise pas non plus avec un vrai PC. Hein. Oui, évidemment, évidemment. Les PC seront toujours, si on veut vraiment pousser jusqu'au bout, les PC seront toujours supérieurs. PC Master Race, voilà. Mais, mais là, quand même, c'est quand même rare qu'une console rivalise à ce point-là avec des bons PC, non?
c'est plutôt le rapport qualité-prix qui risque d'être. Enfin, si vraiment elle sort entre 500 et 600 euros, le rapport qualité-prix sera très bon parce que pour faire la même chose avec 500-600 euros sur un PC, ça risque d'être compliqué. Après, Il n'y a c'est pas le même forcément catalogue, quoi, voilà. voilà, et pas le même catalogue. Et puis après, c'est pas la même utilisation non plus. Un PC ne fait pas que console de jeu et lecteur Blu-ray, et il fait plein d'autres choses, alors qu'une console ne risque de ne faire que ça, même si elles sont de plus en plus des box multimédia. C'est pas la même utilisation et c'est pas le même public au final, je pense. Et mine de rien, Carlo, il faut la télé qui va avec aussi. Ouais, il faut le matos qui va avec. Donc très clairement, c'est pas ça qui va casser le marché. Ça plaira effectivement aux possesseurs d'écran de 4K, que ça soit PC ou télé. Ça plaira surtout à ceux qui ont les moyens et l'envie de racheter encore une console, parce que je vous rappelle quand même qu'on est sur des mid-generation aujourd'hui. Donc t'as quand même une console tous les 3-4 ans maintenant, et c'est plus 3 que 4. Bon, c'est pas mal. Après, est-ce que c'est indispensable? Bah non, non. Va vraiment falloir voir ce que les gens ont envie et est-ce qu'ils ont les moyens de se le permettre, tout simplement. Voilà pour la Scorpio. On suivra ça à l'E3 de toute façon. Il y aura sûrement des annonces liées aussi. Bah, les jeux, maintenant, il va être temps de présenter des jeux et apparemment ils ont pas mal de choses dans leur sac, donc bah, on verra le 3. On en est où là en fait dans la campagne? C'est vraiment juste une annonce, une première annonce, quoi. On n'a pas de date de sortie. Ah ouais, non, c'était hyper austère, hein. Ils sont passés par Digital Foundry parce que bah, les mecs sont ultra spécialisés dans comment dire l'aspect très technique. C'est eux qui sont là pour faire des analyses de jeu, pour les framerate, pour les textures. Enfin bref, c'est la caution masturbation d'internet, c'est Digital Foundry. Donc c'était hyper austère. C'était vraiment une présentation qui se basait uniquement sur la technique. Rien d'attirant pour le moment. J'ai envie de dire d'un point de vue grand public, très clairement. Très bien. Mais alors Calexo maintenant, on est en train de te perdre là, je le sens. Non, vous m'avez pas perdu. J'hésitais à dire deux, trois petites choses sur la Scorpio, mais vous avez terminé en parlant de l'annonce, et moi je trouve que ce qui est de plus en plus triste, c'est que les annonces de consoles, elles se font quasiment dans l'anonymat, et qu'on est quand même très loin de l'excitation, du teasing, et puis de l'apothéose des séances E3 il y a quelques années, C'est vrai. avec les trailers bullshit. Enfin là, ils annoncent ça, je comprends même plus en fait comment sont annoncées la Switch ou la Scorpio. Ça me dépasse en fait. Il n'y a plus de magie. Il n'y a plus cet Du aspect tout. magique d'attente, le teasing. Le teasing, par contre, il n'y en a jamais eu autant, c'est clair. Mais c'est On n'a devenu. jamais été aussi déçus en même temps, autant déçus. C'est Oui, ils l'accès à balancent des l'information, chiffres, quoi. ouais, c'est des chiffres, c'est des specs, et puis ensuite ils balanceront dans. Ouais, je sais pas, c'est assez étrange. Je suis un petit peu largué aussi au ce niveau-là des consoles. Bon alors Donc, qu'est-ce que tu ouais. as dans ta manche, toi? Tu vas nous parler de cartes, hein, c'est ça? Ah ouais, non, moi c'est vrai que là il y a beaucoup moins de polygones, hein, ça fait pas rêver, c'est pas de la 4K, ça se joue sur smartphone. Hein, c'est vraiment la nouvelle extension de Hearthstone. Tu veux nous le Hearthstone présenter quand qui, même pour les quelques Ouais, personnes qui ne connaîtraient pas? je vais vous présenter ce jeu de cartes qui est entré dans ma vie il y a maintenant 2 ans et demi. C'est un petit peu assez étrange d'ailleurs parce que je jouais aux cartes Magic. Peut-être que certains d'entre vous ont joué aux cartes Magic quand ils étaient plus jeunes. Je ne sais pas. Quelqu'un? Moi je Beaucoup sais de potes à moi, oui. il y avait une prof de musique de mon collège qui faisait des cours de cartes Magic. Alors, on a juste Vernam qui a son micro qui a décidé Ouais. d'aller prendre l'air. Voilà. Si tu peux C'est nous la arrêter machine à ce laver, ça. crachoir. C'est bon, merci bien. Désolé. Ah, Et- c'est bon. Ok, parfait. Et donc en fait, c'est vrai que j'ai. Ah bah c'est Ah bien, bah ouais, on a ça c'est perdu le Calexo. côté berlinois, ça. Il est parti sur mon micro, on dirait bien. Voilà, on a tout paumé. Berlin, est-ce qu'on vous retrouve? Oui, vous C'est m'entendez? bon, voilà. les Berlin annonces est sont là. parvenues. Bernard. Donc Hearthstone, vas-y. Ouais, je poursuis. Donc Hearthstone ou HS pour les intimes, ça fait 2 ans et demi que c'est sorti. Il y a eu 4 extensions. Donc là, Ungoro qui est sorti jeudi dernier, c'est la dernière. Généralement, une extension, ça veut dire 135 nouvelles cartes, environ 135, 140. Et ces extensions sont entrecoupées d'aventures solo. On avait eu Naxxramas, on avait eu Blackrock Mountain. Donc tout ça, ça parle aux joueurs de Warcraft et de l'univers Blizzard en général. Et là, donc, jeudi dernier, 135 nouvelles cartes avec quelques mécaniques de gameplay qui ont été apportées au jeu,
qui, c'est vrai, était un petit peu en roue libre et puis avait un petit peu un problème d'équilibrage depuis quelques mois. Euh, Actuellement, j'y ai joué depuis 2-3 jours. C'est assez intéressant ce qu'ils ont voulu faire. Donc, ils ont ajouté un système de quête. En fait, quête, c'est une carte légendaire qui se joue au tour 1. Ça nous fait perdre le tour 1, donc. Et qui, si on remplit certaines conditions, permet de jouer une carte de 5 de mana qui permet d'avoir un énorme avantage généralement et de gagner la partie, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est une nouvelle mécanique qui est assez intéressante, je trouve. Ça a ralenti un petit peu la méta. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la méta du jeu, la méta d'un jeu de cartes. Est-ce que vous Non. savez? Ouais, de toute façon, moi je comprends rien depuis le début, mais vas-y, ça peut intéresser ceux qui y jouent. Vas-y, continue. Calexo, Ouais, il moi y a je te quoi- comprends. Je te comprends Ok, complètement. J'aurai ouais. beaucoup de streams de Hearthstone, donc je te suis, mais jusqu'au bout du monde. Merci, je t'aime Box. Et il y a aussi Floods qui joue pas mal, et puis Pseb également. On a quelques-uns à jouer de temps en temps à s'affronter. La méta, c'est par exemple dans le football, la méta du football, c'est quoi? C'est le 4-3-3 en général. Et ben, la méta d'Hearthstone, c'est le guerrier pirate qui va dans ta gueule et t'es mort avant le tour 5. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va dire, c'est la formation dominante en fait. C'est le deck, les cartes dominantes. Et depuis quelques mois, c'était quand même très agressif et très rapide sur Hearthstone. Et donc, ils ont essayé de faire quelques changements pour ralentir la méta. Peut-être qu'ils ont demandé les conseils à Marcelo Bielsa pour faire des choses un peu Ça ne osées. l'aurait pas ralenti, je crois. Non. Non, c'est vrai. Ça marche pas mal. Je pense qu'il y a quelques idées qui sont assez intéressantes. Je suis assez curieux. Moi, j'y joue parce que ça me permet en fait de faire deux choses à la fois Hearthstone. C'est pour ça, c'est ce qui me séduit moi en fait dans ce jeu. Ça me permet d'avoir une conversation à côté, de regarder un documentaire, de travailler sur mon allemand, ça permet de voir. Enfin voilà, c'est quelque chose c'est un peu le multitâche Hearthstone. C'est parfait quand on est en voyage ou quand on a un enfant. Je sais qu'il y a beaucoup de détendus qui jouent avec un enfant sur les jambes, comme Akena également qui joue de temps en temps avec. Ouais, c'est l'avantage, c'est la magie d'Hearthstone. Attends, je Et j'ai une fatigue. question sur Ouais, pourquoi enfin, j'ai joué beaucoup à WoW, donc Ngoro, ça ouais, me parle énormément. ouais. Est-ce que c'est vraiment des cartes qui sont spécifiques à Ngoro, donc qui rappellent les mobs de Ngoro, style les Raptors, etc. Exactement, ouais. Ou c'est vraiment basé sur ça Oui, 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 à chaque fois, ils prennent une zone d'un jeu, ouais, World of Warcraft, et, euh, et ils les transposent en carte. Donc là, on est vraiment dans l'univers dinosaures et élémentaires également. Ils ont créé pas mal d'élémentaires et de synergies entre cartes élémentaires, créatures élémentaires. Donc une extension qui permet un peu de rééquilibrer le jeu, quoi. Ouais, c'était le but. Pour l'instant, c'est à peu près réussi, même si on a encore un petit doute sur le long terme. Faut voir dans les prochaines semaines si la méta, donc si tout ce qui est au niveau du rythme et des cartes, si c'est plus varié que d'habitude et un petit peu plus ralenti, puisque c'est un des problèmes récurrents d'Hearthstone, c'est simplement que ça va trop vite et c'est des decks qui sont un petit peu idiots, hein. C'est tout droit dans la tête. Voilà. Très Ouais, bien. Ça résume bien le jeu vidéo, hein. Oui, Certains jeux, c'est un peu ça, tout droit dans la on est tête. d'accord. Voilà. On est d'accord. CSGO. Bon, on a réussi un peu à éviter de partir trop dans les specs avec Carlo, mais là, je crois qu'avec Xbox, on va pas y échapper. Ah ben vous êtes foutu, et en plus pour un jeu comme Hearthstone, il faut minimum ça comme carte graphique pour faire tourner, quoi. J'en ai deux. J'en C'est ai deux. for- c'est forcément. Donc je vais vous parler de la GTX 1080 Ti qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, il y a 7 jours il me semble. Mais un peu toute mon idée d'en parler a été complètement tuée il y a 2 jours par la sortie de la nouvelle Titan XP de Nvidia qui a ressorti une autre carte. Alors en gros, vous savez tous que Nvidia a sorti il y a quelques semaines la gamme Pascal, donc avec la 1060, la 1070 et la 1080, Ouais, qui quelques mois plutôt, hein, ça fait Quelques déjà mois, 6 ouais. mois, hein. ouais, ça fait 6 mois déjà. Ils sont- Oh, Bah le oui, temps parce passe, qu'ils six sortent des mois. cartes tous les 6 mois, donc le Ouais, bah, temps on est en passe plein trop dans la vite. période Pascal, donc voilà. Ouais, c'est pour ça. Et donc forcément, avec les 1080, ils avaient fait quand même un gros taf sur les cartes graphiques de très haut de gamme. Tout le monde attendait la sortie d'une TI
pour pouvoir s'acheter autre chose qu'une Titan en termes de carte graphique et enfin faire tourner du 4K sans renier sur certains aspects graphiques. Donc ils ont sorti la 1080 Ti à un prix franchement très très bas pour ce que c'est, aux alentours de 800 € pour les premières. donné. Oui, c'est donné. À ce prix-là, c'est cadeau. Oui, quand on s'appelle Carlo, on peut tout à fait dire que c'est pas très cher, mais après ça reste 800 balles, bordel, et tu dis que c'est Ça pas va, c'est cher. juste 2 mois de mon salaire, hein, c'est pas... C'est pas beaucoup. Dos, Non, mais dos. par rapport au prix de la Titan à sa sortie, ça va. On a vu. Bah oui, de pire. toute façon, la Titan XP, elle reprend la gamme de la Titan X, elle va être à 1003, 1004, donc... C'est ça, 1349. ça c'est sert que même à rien 200 d'en € de parler. plus que la Scorpio, hein, remarque. Ouais, pour la... Ouais, non, mais on sait même pas le prix que coûtera la Scorpio. Attends, on a spéculé, mais là, on sait précisément que la 1080 Ti, elle est sortie à 825 €. Il y aura des modèles custom qui vont arriver, qui vont sûrement être accessibles aux alentours de 750. La bonne nouvelle, c'est que les 1080 tombent aux alentours de 600. 600, Ouais, 650. même 750, j'en ai vu à 549 des 1080. Ouais, déjà. Donc ça, Quelqu'un peut ça m'expliquer tombe ce délire des cartes custom? C'est quoi l'intérêt? c'est très important. Système de refroidissement. Ouais, c'est le système de refroidissement, notamment là, par exemple. Alliage. Ah ok, C'est ça. moi, j'étais juste dans le côté Puis c'est une occasion de mettre couleurs des différentes. RGB. Voilà, c'est ça. Non, c'est surtout sur le refroidissement, notamment là sur la 1080 Ti, Asus va en sortir une avec un refroidissement à la fois liquide et à la fois air. Je sais plus exactement son nom, qui a l'air d'être très très violent parce qu'en plus la 1080 Ti avait l'air de souffrir du refroidissement des versions de base. Et donc ça va sur la 1080 Ti, apparemment le combat des versions custom va vraiment jouer sur le refroidissement très performant pour pouvoir avoir des versions overclockées assez violente, quoi. Comme De toute façon, c'était quand déjà il- le cas en fait, hein. Oui. À chaque fois, à chaque génération, c'est un peu la même chose, hein. Il est question de liquide et d'air, Asus plutôt bien. Parce que c'est Ouais, pas le cas, Exactement. la Titan XP par contre, parce que la Titan XP, Nvidia a annoncé que ce serait le seul revendeur sur leur site officiel. Bon, il y aura pas de Donc, il y aura custom pas sur la de- Titan il y aura- XP. Il n'y aura pas de custom sur la Titan XP. D'accord. Et du coup, cette carte, les perspectives, c'est quoi? C'est surtout pour du 4K et du 60 FPS, quoi. C'est vraiment c'est les premières cartes qui vont pouvoir faire tourner du 4K sans trop forcer entre guillemets bien sûr, et aussi pour la VR parce que si vous voulez faire tourner de la VR, il fallait minimum maintenant une 1070 ou une 1080 et encore il fallait rogner sur certaines parties, l'anti-aliasing par exemple, etc. Enfin, on pouvait pas tout mettre à bloc. Là maintenant avec des 1080 Ti et des Titan XP, le but ce sera de faire tout tourner à bloc et vous exploser les yeux. Bah, après, moi, je le vois, tu vois, parce que j'ai une 1080 à la maison et j'ai un écran 4K. Pardon monsieur. Il y a que la 4K en fait avec une 1080, tu l'as fait très bien. Mais après, c'est pour les exigeants au-delà de l'exigence, si tu veux. C'est que la TI, elle va te faire de la 4K 60 FPS. Vous sentez le mec qui parle avec le petit doigt levé là? Ouais. Et il est en train de boire du thé, hein, faut pas déconner. Et moi aujourd'hui, de la 4K avec une 1080, t'en fais à 30 FPS sans concession. Après l'anti-aliasing, quand t'es en 4K, t'en as plus besoin, très clairement. 30 FPS quoi. Après voilà, Ouais. voilà, ça, là je reconnais bien le PCiste qui a jamais eu une console dans ses mains. C'est que le 30 FPS ça n'existe pas pour un PCiste convaincu qui est adepte de performance. Donc voilà, c'est une carte graphique qui va surtout être là pour vraiment démocratiser la 4K à des hautes fréquences de framerate. Maintenant, une 1080 le fait déjà très bien si on est un tout petit peu moins exigeant sur la fluidité, tout simplement. Donc achat facultatif ou c'est vraiment une nouvelle ouverture Bah, Ça dans dépend 6 mois, il y en des aura une autre. paniers. Hein. Facultatif, tu as 200 € d'écart entre la 80 Ti et la 80 normale, et tu as à peu près 8% différence en perf. Honnêtement, à ce tarif-là, autant prendre deux 1070 et se faire un SLI plutôt que de claquer Donc ça. Quoi. autant profiter des baisses de prix des cartes qui sont sorties. Exactement. Et ce qui Ouais. est génial avec la sortie des TI, c'est que maintenant, tous les mecs qui ont des 1080, ils vont revendre leurs 1080 à bas prix pour s'acheter des TI. Je vois pas de quoi tu N'est-ce parles. pas, Carlo? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors, Ouais, après, de ça- toute façon, l'achat de la dernière carte graphique sortie, ça reste toujours facultatif, à moins d'être multimilliardaire et d'avoir que ça à foutre. Hein. Il vaut mieux avoir une bonne carte haut de gamme qui fait tourner les derniers jeux très bien. 1080 Ti, c'est vraiment si vous êtes footballeur et que vous vous ennuyez pour faire tourner Football Manager. Hein. Ouais, parce que Après, mine de rien, il faut la config qui suit après. Donc,
Aussi. Ouais. Ça peut être justifiable dans certains cas de figure, les guides vidéo, etc. Mais Exactement. sinon, Ouais. Très bien, donc c'était la GTX 1080 Ti, c'est ça. C'est C'est ça. Est-ce que vous avez entendu parler de Thimbleweed Park? Oui. Déjà, ça a l'air trop dur à dire, donc non. Il y a exactement 7 secondes, ouais. J'avoue que ouais, ils sont allés chercher loin là. Et il y a Thimbleweed Park, c'est le dernier point and click sorti par Ron Gilbert, l'auteur de Monkey Island, et Gary Winnick, qui a été à l'origine de Day of the Tentacle. Donc, on est quand même sur un point and click qui promet, hein, vu les deux auteurs. Je pense que Monkey Island, déjà, ça parle à tout le monde. non. Oui, Ça te clairement, parle pas, ouais. toi, Monkey Island? De nom vaguement, mais sinon, non, ça me parle très Donc, Monkey Island, Secret of Monkey Island, on incarnait un pirate qui devait remplir quelques tâches avec un humour très potache qui marquait la série. C'était un jeu LucasArts, donc à la grande époque. Il y avait avant, il y avait eu Indiana Jones, je crois aussi. Donc point and click, moi, c'est un style que j'adore. Et on retrouve exactement ça en fait dans Thimbleweed Park. Il est sorti le 30 mars dernier. On retrouve un peu les graphismes old school. Pour ceux qui n'avaient pas trop aimé la réédition de Monkey Island avec des graphismes un peu plus modernes, finalement, qui tuaient un peu l'intérêt du jeu, le côté old school, quoi. Là, on retrouve vraiment ça dans Thimbleweed Park, avec le système habituel, hein, donc des options à cliquer sur la fenêtre avec les verbes qui sont écrits en bas, donc ouvrir, fermer, prendre, parler à, etc. La collecte d'objets, donc qui permet d'interagir avec l'environnement. Et alors, ce qui change par rapport à Monkey Island, moi, c'est ma référence Monkey Island, hein, donc j'ai pas mieux en parler que Day of the Tentacle, que j'ai pas pu tester malheureusement. Il y a la possibilité de switcher entre 5 persos, et on retrouve vraiment l'humour absurde signé Ron Gilbert, quoi. On enquête sur un meurtre, bon, pour le coup, humour, pas trop, mais bon. Mais de ce que j'ai vu, par exemple, il y a une intrigue avec un clown qui se réveille et qui peut plus enlever son maquillage. Donc on peut imaginer un peu toutes les situations qui peuvent s'enchaîner avec ça. En tout cas, je trouve que c'est bien que ce jeu sorte maintenant. C'est vraiment idéal pour les nostalgiques et les fans du genre. Et ça peut aussi servir de porte d'entrée pour les plus jeunes qui ont pas forcément cette culture-là du point and click sur un jeu qui est un peu plus moderne avec un peu plus de possibilités, des graphismes un peu moins pixelisés. Pourquoi pas après enchaîner sur les Monkey Island qui restent quand même. Même maintenant, faut y jouer quoi. Monkey Island, c'est au niveau gameplay, niveau recherche. Moi, le sens de logique m'a souvent embêté dans Monkey Island. Et ils ont gardé ça justement ou ils ont fait un petit effort. Je m'explique par rapport à ça. C'est que moi, ce qui m'avait complètement perdu à l'époque, c'était, je trouvais l'esprit de Gilbert notamment, mais alors complètement dingue. Et tu devais absolument rentrer dans sa logique à lui pour pouvoir avancer dans le jeu. Je parle Ouais, d'éléments à aller trouver pour ouvrir une porte ou pour débloquer ci et là, mais ces éléments étaient, il y avait aucune logique si tu veux, c'était juste la folie du gars. c'est absurde total, ouais, c'est ça. Il y avait des trucs genre, il fallait réussir à se faire éjecter d'un canon dans un cirque pour atteindre une certaine zone. Et Il voilà. fallait utiliser un poulet gonflable pour se servir de poulie pour Et faire moi une ça m'avait tyrolienne. paumé quoi. Enfin, J'ai dit non, mais ça sert à rien, je comprends pas ce mec. C'était. Alors, ouais, c'est vrai que c'est hyper drôle, mais moi je m'étais retrouvé complètement bloqué. Et puis effectivement, il y avait une clé en forme de légumes ou je ne sais quoi, mais le truc, voilà, tu pouvais absolument pas te dire, ok, j'ai trouvé. C'est soit tu restes planté, soit t'as un coup de chat phénoménal, soit tu vas avoir une solution pour essayer de te débloquer, quoi, très clairement. Ouais, c'est le problème de beaucoup de point and click, je trouve. J'ai le même problème que Carlo en fait. C'est que quand je trouve la solution, je me dis pas, ah ouais, c'est génial, Ah j'adore, oui. pourquoi j'y ai pas pensé avant? Je me dis, mais Ah je vais me putain, c'est ça stresser qu'il fallait quoi? faire en fait. Ouais, je me dis, mais j'ai perdu 2 heures alors que le game designer, c'est un abruti, quoi. Et Ouais. ça n'a aucun sens ce que tu veux me Et faire faire, en fait, depuis 2 heures. j'avoue que c'est un peu Et- comme c'est vrai que sur ce genre de jeu-là, vaut mieux avoir une petite soluce à côté
Vraiment quand on bloque, quoi, quand on passe 2-3 heures sur le truc, tu te dis c'est bon, faut jouer à ce qui se passe. Mais en même temps, Mais t'as envie quand même de savoir ce qui va se passer derrière, donc même si c'est tu vrai, doutes ouais. un peu, Non, je suis veux d'accord avec voir la toi. Il y a suite. toujours, ouais, c'est des jeux qui sont mythiques. Mais j'avais essayé de jouer à Monkey Island, de le refaire là, même Day of the Tentacle. C'est dur. Je trouve que c'est un petit peu mal vieilli. Pourtant, j'ai grandi avec les Chevaliers de Baphomet. Peut-être que ça vous Ah, parle. qui est génial aussi. C'est génial. Et puis, j'avais également beaucoup aimé Discworld et Discworld 2 dans l'univers de Terry Pratchett, qui Il étaient y avait des jeux Runaway aussi qui absolument. était pas mal. Oui, Runaway, excellent, ouais, tout à fait. Ouais, Runaway, excellent. Mais moi, Discworld et Discworld 2, c'était vraiment incroyable. J'ai des barres de rire, quoi. J'avais mal au ventre en y jouant. Et pour le coup, tout s'enchaînait de façon assez logique. C'était assez difficile, mais c'était assez logique. Et j'ai jamais eu ce sentiment de frustration que parfois j'ai eu dans Runaway, par contre. Dans Runaway, j'étais bien pris dans l'aventure, mais alors les enchaînements, parfois, fallait quand même s'accrocher aussi. Bah, on Mais sent bon. quand même que les développeurs sont un peu obligés de prendre des chemins tordus pour éviter que ce soit trop facile, quoi. Mais bon, C'est vrai. si ça peut vous motiver à découvrir ce jeu-là, ou au moins à découvrir Monkey Island, sachez par exemple que c'est un truc que j'ai remarqué. Si vous suivez un peu Camelot, vous connaissez le Ouais. maître d'armes Mhm. qui fait des combats d'épée en insultant son adversaire. Le mec Oui. qui mange pas de graines, là. C'est Oui. ça. Et bien, je pense que c'est fortement inspiré de Monkey Island, parce qu'en fait, dans Monkey Island, dans le tout premier épisode, en fait, il y a toute une partie de l'aventure où vous devez aller dans une forêt combattre des inconnus pour apprendre les duels à l'épée. Et en fait, les duels à l'épée, ça consiste à répondre correctement à l'insulte de son adversaire. C'est pas mal comme concept. Et le truc, c'est qu'en fait, vous devez multiplier les combats pour apprendre les réponses. Et vous devez vous planter en fait en donnant des mauvaises réponses pour connaître les réponses à dire. Et à la fin, vous allez affronter la reine de l'épée et essayer de l'humilier, quoi. Ça reste bon enfant, hein, c'est pas non plus dans le même genre. Il y a aussi un concours de crachat dans Monkey Island 2 où vous devez boire une boisson absolument immonde pour cracher le plus loin possible. Voilà. Donc si ça peut vous motiver, que vous aimez l'humour absurde, le jeu est dispo sur Steam donc depuis le 30 mars et sur Xbox One et sur l'App Store également. Donc il est Ah, tiens, c'est disponible. marrant, bah, c'est comme quoi cette console a des jeux. Juste, qu'est-ce que j'allais dire, ça reste aussi torturé que pouvait l'être Monkey Island, c'est-à-dire dans ce qu'on a critiqué qu'Alexo et moi, dans l'idée d'illogisme total. Bah Dans... écoute, comme tu as pu le remarquer, j'ai complètement laissé de côté cette question parce que j'ai absolument pas joué au jeu, donc je peux pas te répondre. Bon, bah on pense à autre chose alors. Ouais. Et je quand même préciser, donc il est disponible aussi sur l'App Store, il sera bientôt disponible sur Android et sur PS4. On n'a Ok. pas de date de Switch, il est sortie encore. disponible. C'est un Il est en jeu concept, un point disponible. and click à la manette. Hein. C'est conceptuel. Et bah écoute, les rééditions qui étaient sorties sur 360 étaient tout à fait jouables. D'accord. Ça- Ok. J'ai rien d'autre à dire. On a tous fait nos infos du mois, donc on va passer à la rubrique de l'invité. La rubrique de l'invité, donc notre invité c'est Vernam, on l'a dit tout à l'heure, qui va nous parler de Battlegrounds qui est sorti récemment. Oh oui. Oh là, oh là, oh là. Bon, je sais pas trop par où commencer tout ça. Il est sorti donc vendredi dernier. J'en suis à 60 heures de jeu. Oh, putain. Ah, mais ça... Elle a l'air bien ta vie, Vernon. Voilà, j'étais en vacances cette semaine, du coup mon taux de productivité était proche du zéro absolu. C'est assez dur à expliquer. J'ai pas eu un engouement pour un jeu depuis très longtemps. Alors pour résumer un petit peu Battleground, en fait, Battleground c'est une adaptation de H1Z1 King of the Kill, qui est une adaptation de Arma 3 Battle Royale, qui est une adaptation de Arma 2 Battle Royale. Inception. Donc voilà. À la base, On moi, va j'ai remonter beaucoup jusqu'à joué, Tetris, hein, comme ça. À la base, j'ai beaucoup joué aux modes sur Arma 2 et sur Arma 3, donc les modes Battle Royale. C'était sympa, mais on était trop limité par le moteur du jeu. C'était bon, c'était pas fini. Et du coup, l'auteur du mode, la communauté PlayerUnknown, a sorti un mode sur H1Z1, pardon, qui s'appelle King of the Kill, qui a eu un succès impressionnant, on peut le dire. C'est toujours un des jeux les plus joués avec en moyenne Ouais, il 100 000 continue de marcher, hein. utilisateurs
Voilà, ils continuent de marcher. Et récemment, ils viennent d'annoncer leur propre version standalone qui s'appelle Battleground, qui est développée sur Unreal Engine 4. Concrètement, ça prend un peu, de mon point de vue, le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, ça prend les bons côtés d'Arma 2, du côté réalisme, balistique, etc. Et les bons côté arcade, on va dire clairement, de H1Z1, en laissant de côté tous les bugs. Et H1Z1 a été très critiqué parce qu'il contient encore énormément de bugs, ce qui est moins le cas de Battleground, même en Early Access. Alors, on va juste poser juste le contexte parce que forcément nous ça nous parle, mais Battleground, on dit Battleground, c'est un battle royale. En fait, voilà, le but de Battleground, c'est vous êtes largué par un avion sur une île immense, il y a 100 joueurs. C'est chacun pour sa gueule. On peut éventuellement travailler avec une escouade, avec des potes, effectivement. À 3, à 4. C'est ça. Et le but, c'est de rester le dernier. Donc, vous prenez le film Battle Royale, c'est ça en jeu vidéo. Et c'est génial. C'est génial. Il y a aussi la possibilité de jouer en équipe. Oui, Oui. donc voilà. Par contre, vous jouez en équipe, vous êtes vous êtes 25 équipes de 4. Hein. Même si vous êtes 3, c'est violent. C'est très violent. Je sais pas par où. J'ai une question tellement de pour choses à dire. Vas-y, pour dis-moi. t'aider, Vernam, parce que j'ai joué pas mal à DayZ à l'époque où le mode est sorti, je ne sais plus il y a combien Ouais. d'années. Daisy qui a été un jeu alpha pendant Pendant 4 toute ans, sa en gros, vie, c'est en ça. fait, Ouais, et qui au final est Jusqu'au sorti, bout. était moins bon que le mode, hein, clairement. Moi, Et, j'ai vraiment joué au mode. Hein. Donc, ouais, j'anticipe ta question. Est-ce que ça reprend un peu le côté DayZ? Non, en fait, c'est surtout Ah dans DayZ, parce que ce que j'aimais bien, c'était l'ambiance et tout, mais j'aimais pas le côté très lent et très Ah oui. très Non, long c'est exactement ça. du fight, quoi. Ah, tu l'as Ça encore, hein. reprend en fait les bons points de DayZ, qui est les fights, les phases de loot, etc. Et ça prend pas les mauvais points, c'est-à-dire tu peux passer 3 jours à farm ton équipement pour avoir un truc royal, et puis te faire défoncer à la hache parce que tu étais à plat ventre dans un buisson et que t'as pas vu le mec venir. Donc ouais, c'est ça qui est génial, c'est que d'un côté on a un gameplay qui est très tout comme DayZ, hein, on récupère d'équipements à droite, à gauche, on commence à se mettre sur la gueule avec les mecs qu'on croise, même à main nue, ça m'arrive souvent, ça d'ailleurs. En extrémité d'île, tu sais, je t'attends d'arriver Voilà, tout c'est au ça. bout. Tu vois un mec, il est en train de ramasser quelque chose au sol, t'arrives, tu sautes, tu lui lâches une grosse patate derrière la nuque, et puis voilà. Est-ce qu'il y a le principe de nuage toxique qui permettait justement sur H1Z1 King of the Hill de rendre le jeu plus nerveux et de ne pas camper à une position? Ouais, c'est ce qui en fait un jeu aussi dynamique en fait. Plus vous avancez dans la partie, plus le cercle va être petit dans lequel vous pouvez jouer. Si vous êtes en dehors, vous allez prendre des dégâts. Donc, je vais expliquer sur le forum. Les premières zones ne vont pas faire énormément de dégâts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rester 3, 4, 5 minutes en dehors de la zone et survivre. Une fois, j'ai passé une demi-seconde sur vraiment le tout dernier cercle, hors zone. Ça m'a donné la moitié de ma vie d'un coup. Ah ouais, Donc, putain. ouais, c'est violent. C'est ce qui, en fait, l'intensité du combat, elle augmente vraiment au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire, si on a des débuts tranquilles où on peut passer 10-15 minutes à ramasser d'équipements sans vraiment être embêté parce qu'on s'est mis dans une zone bien isolée, c'est pas du tout le cas en fin de partie parce que les zones rétrécissent tellement qu'on est constamment obligé de bouger pour arriver à la zone suivante. En Ça gros, dure tu te combien de temps, prépares une vraiment partie pour l'affrontement final, quoi. C'est ça. Et ça ajoute un stress parce que plus on est obligé d'avancer, moins on a le temps de sécuriser à droite, à gauche. Et on est là dans cette. Comment dire, on se sent encerclé, on se sent menacé. Et ça met tous les sens en. L'adrénaline d'école, quoi, clairement. Hein. Et ça dure combien de temps à peu près une partie en moyenne? Si t'es question. bon, ça peut durer une demi-heure. Si t'es mauvais, ça peut durer 5 minutes. Ouais, ce qui est bien, Voilà. c'est que bon, si tu meurs, tu relances et puis. Ouais, c'est c'est ça. ça. Si on meurt, en fait, on relance une partie sur un autre serveur. En fait, on C'est ça. repart. quoi. Exactement. Et c'est ce qui est vachement mieux par rapport, je parlais des mauvais points, par exemple, de la version Battle Royale sur Arma 3. À chaque fois qu'on ouvrait, on était obligé de rechercher un nouveau serveur. Et sur ce nouveau serveur, il fallait attendre qu'il y ait suffisamment de joueurs, etc. Donc au final, on pouvait attendre 10 minutes entre chaque partie, juste pour pouvoir retrouver un serveur avec assez de monde ou avec une place. Et là, c'est plus du tout le cas. Avec Il y a un bon nombre de quand même une joueurs, fonction que j'aimais bien dans DayZ et que je suis déçu de pas retrouver, c'est la possibilité de faire un doigt d'honneur à son adversaire.
Ouais, t'y penses même pas en fait. Je crois que t'as vraiment le slip serré dans ce jeu. C'est quelque chose d'assez fou. Hein. Je t'avouerai que si je vois ton doigt d'honneur, c'est en général que t'es dans la lunette de mon sniper. Enfin, ouais, et puis voilà, pour percevoir le doigt d'honneur, possiblement, normalement, t'es déjà mort, quoi. Donc, C'est ça. Si vous connaissez pas ce genre de jeu, moi je vous invite à aller voir sur YouTube des vidéos de l'un qui a été racié sur DayZ et H1Z1. Ils ont fait des King of the Hill, ils ont fini plusieurs fois top 1. C'est drôle et en même temps on peut voir un peu la mécanique du jeu. Mm. Non, c'est une réussite en tout point. Ça Et reste pourquoi une ça early marche access. mieux que. Enfin, j'ai l'impression que ça marche mieux que H1Z1. C'est la hype de la sortie ouais, ou... c'est ça. Hein. Moins de bugs, c'est un côté beaucoup moins arcade que H1Z1, ce qui est vachement. Ce qui est plus appréciable, hein, clairement, dans le contexte. On est quand même dans un combat militarisé, on est équipé, etc. Les mécaniques de jeu sont aussi un peu plus simples, je pense. J'ai personnellement pas joué à King of the Kill parce que je trouvais justement trop arcade. Mais c'est plus, on est là, on saute partout comme un lapin, à tirer au fusil à pompe sur un mec, ou beaucoup moins de bugs, clairement. Puis Et j'ai tu envie joues de avec dire, des copains Ouais, pardon. Oui, vas-y, avec Alexo, excuse-moi. Non, je voulais dire, tu joues avec des copains détendus ou tu joues tout seul, là, Vernam, à ce jeu? Des copains détendus, à part Maxou et Jack Liswaney, Ouais, qui viennent récemment d'acheter le jeu, ok. je joue surtout avec d'autres amis, en fait. D'accord, ok. C'est un Et droit. c'est un droit, voilà, j'ai d'autres amis, je suis désolé, les gars. Et j'ai un très bon binôme avec un ami. Et, par exemple, hier soir, on a fait 3 victoires facilement, quoi. Facilement. Sur Il y a 2 50 équipes, vous avez parties. fini dans les premiers. C'est-à-dire 50 équipes de 2. Sur 50 équipes de 2, on a fini premier, ouais. Putain, excellent. Et Ah, il ça y a doit être une possibilité de adrénaline passer malade. FPS, TPS, hein, c'est Oui, ça? oui. Ouais, exactement. C'est très peu utilisé parce que moi je l'utilise beaucoup personnellement parce que j'ai élargi mon FOV jouant sur un 21/9, c'est beaucoup plus agréable. Et du coup, première personne, ça ne me gêne pas du tout. Mais le problème, c'est que par défaut, le FOV en première personne est très réduit et c'est pas jouable. Donc c'est intéressant. Moi, j'utilise uniquement dans les bâtiments, en début de partie en général, quand on joue, etc., dans de grands bâtiments. Mais sinon, j'utilise pas. Et j'attends avec impatience qu'ils sortent une version en fait uniquement avec la première personne, parce que la troisième personne a certains avantages comme la vision au-dessus des murs, etc., que je trouve un petit peu parfois C'est moins cheaté, roleplay, clairement. quoi. Voilà, c'est que tu te caches derrière un arbre et puis en fait t'as même pas besoin de bouger pour voir ce qu'il y a devant toi. Mais c'est moins pratique de viser en TPS. Ouais, la visée TPS concrètement on l'utilise jamais. À chaque fois qu'on va vouloir viser, on va utiliser son viseur parce que c'est pas aussi précis dans un premier temps. Hein. Et comment dire, la visée TPS, on va l'utiliser en début de partie quand on n'a pas de viseur. Je prends l'exemple, on a un Scarel. Si vous avez déjà vu le viseur d'un Scarel, c'est un tout petit picot Ouais, c'est un petit trou avec un dans une trou grosse et un pièce tout de petit métal. picot dedans. Et concrètement, précis, quoi. c'est inutilisable de base. Hein. Donc tu lootes en TPS et après, quand tu passes aux choses C'est ça. sérieuses, tu passes en FPS, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le début de partie, donc comme Carlo l'expliquait tout à l'heure, on passe en avion au-dessus de l'île et il y a On est certaines zones qui sont parachuté. plus prisées que d'autres. Je prends l'exemple de la base militaire qui est un endroit avec le meilleur loot, bien entendu. J'ai des captures d'écran en équipe de 2, j'entends, où il y a. Vous êtes 12 dans l'air. Non, mais c'est que ça, on est 20 en l'air. Et on est au milieu, dans un coin accroupi en train d'attendre parce que ça tire dans tous les sens. Le chat, il y a sans arrêt des kills qui sont faits. C'est assez intense. Mais Et, c'est très drôle parce que ce moment-là, effectivement, est marrant. C'est que, bon, il y a quelques zones qui sont hyper prisées, les ruines aussi le sont. Ouais. Et donc t'es parachuté. Autour de toi, tu peux effectivement trouver allez, entre 10 et 20 gars qui ont décidé de faire de ton point de chute le leur. Et donc tu te marres, mais tu sais très bien que dans moins de 30 secondes, ces gens-là, ça va devenir ton pire ennemi. Et que l'enfer est déjà là, quoi. C'est ça qui est assez marrant. Est-ce qu'il y a aussi des bombardements aériens Ouais, alors il y a le bombardement de zone, donc c'est un petit rond sur la carte, il y a des bombes qui sont lâchées dedans. des caisses? Honnêtement,
Oui, alors les caisses, c'est encore autre chose. Mais les bombardements, pour le coup, j'en ai déjà traversé un, donc c'est un petit côté, voilà, tu cours, t'as des bombes à droite, des bombes à gauche. T'es là un petit peu en train de serrer les fesses et de croiser les doigts. Mais je suis jamais mort dans un bombardement. En général, quand t'entends un avion arriver, tu te casses, quoi. Ah non, non, maintenant, quand j'entends un avion arriver, donc les bombardements sont indépendants des avions. Ah, d'accord. Voilà, ça c'était le cas sur les anciennes versions, mais maintenant un avion passe, c'est uniquement pour lâcher une caisse d'équipement, qui sont très prisées, évidemment, puisque c'est donc il y a le meilleur matos. Très Mais il prisé. y a aussi beaucoup de monde sur le spawn, quoi. Ouais, c'est le... Voilà, hein. Ah, il y a une tactique aussi, je disais tout à l'heure, d'attendre d'être parachuté tout au bout de l'île. C'est-à-dire que donc tu vas avoir l'avion qui te décharge, qui va traverser l'île. Et alors il y a une tactique géniale si tu veux du kill, mais alors tout le monde la connaît, donc ça marche un peu moins bien maintenant, mais au début ça marchait super bien. C'est que tu attends vraiment d'être à l'extrémité, tu te fais parachuter, parce que l'avion parachutera tout le monde, y compris les gars qui sont AFK à ce moment-là. Donc toi C'est ça. t'arrives, t'es parachuté, et puis tu peux aligner tous les mecs à gros coups de patate à ce moment-là, parce qu'ils sont simplement pas là. Donc tu fais monter tes stats gratos. Ça marchait bien au début. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a pas mal qui le font, mais sauf qu'il y a plus Les de stats ont un intérêt parce que finalement, tu peux aussi ne tuer personne toute la partie et tuer le dernier restant et Ah bah, gagner. c'est ce qui rend le jeu génial. Ouais, et c'est ce qui moi me fait râler. Ah ouais, c'est vrai. Ça me fait râler dans un sens où j'aime pas fuir le combat. Honnêtement, on débute pas en les premières heures, je fuyais le combat systématiquement. Dès que j'entendais un coup de feu, mon premier réflexe c'était d'aller me cacher. Maintenant, j'ai pris un peu le jeu en main, je maîtrise la plupart des armes. Dès que j'ai un fusil à pompe en main, c'est mort, hein. J'entends un coup de feu, je fonce dessus, hein. Et ça mène à des parties vachement plus intéressantes. Je parlais de la base militaire tout à l'heure. Le nombre de massacres que j'ai pu faire avec un fusil à pompe là-dedans, il suffit de connaître un petit peu le bâtiment, les bons cons où se planquer. Et ce qui est encore plus amusant, c'est quand on arrive, on se décale avec un fusil à pompe, on décharge sa cartouche dans la tronche d'un gars, et que d'un coup, on voit l'arme qu'il a en main lever d'un coup au ciel et se dire ah, lui il a fait une crise cardiaque. Bon, en tout cas, ça tombe très bien que tu nous aies parlé de Battlegrounds parce que ça va nous permettre d'introduire notre débat du mois. On va enchaîner donc sur le débat. Le débat du mois, donc aujourd'hui, on va aborder un peu le thème du multijoueur, le multijoueur sous toutes ses formes, donc les campagnes coop, les multi en ligne, les multi locales, voilà, et un peu aussi le split screen. Alors, tout d'abord, moi j'ai une première question à vous poser sur le sujet. C'est quoi votre, autant que vous en souvenez, c'est quoi votre première expérience en multi en ligne? En ligne. En ligne, alors moi, ça doit être Counter-Strike 1.5. Ça me surprend pas. Je l'aurais parié, tu vois. C'est putain, on aurait dû. C'était il y a fort longtemps sur Counter-Strike 1.5 avec les bons vieux serveurs où Steam n'existait pas. T'avais déjà Internet illimité à l'époque ou... Non, il me faut aussi peut-être peut-être l'illimité venait juste d'arriver. C'était les premiers forfaits ADSL de Wanadu, de feu Wanadu aussi. Les premiers forfaits ADSL illimités quand j'ai commencé, il me semble. Donc j'ai jamais trop regardé mes mégas à l'époque. Faut le dire parce que l'arrivée un peu de l'internet illimité, parce que pour les plus jeunes d'entre nous, avant on avait 1 ou 2 heures d'internet par mois, donc c'était l'arrivée très, très d'internet court. illimité et des connexions un peu plus rapides justement a permis un peu l'essor de ces multijoueurs. Carlo, tu voulais parler oui, de... puis c'est surtout que c'est 1 ou 2 heures, on les gâchait très allègrement sur des sites porno, donc ça laissait assez peu de temps pour jouer. Non, moi ma première expérience multi en ligne, alors c'est simple, moi c'est Poulaga Challenge, mon pote, sur navigateur. Tout le monde connaît Poulaga Challenge, non? Non. C'est un jeu flash en ligne. Ah ouais, c'est un jeu flash en ligne où c'était du 1v1 où tu te balançais une poule et fallait réussir à la rattraper, sinon tu prenais un but avec. Ce qui est bien, c'est qu'à l'époque on s'amusait de pas grand chose. Hein. On va couper son montage, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte lui là? Le Rocket League de la poule, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était. Ouais, non, mais très sincèrement, moi, c'est la première fois que j'ai joué à un jeu avec quelqu'un de réel en face. Sinon, sur console, parce que comme beaucoup, je suis joueur
console avant tout, bah moi ça a été la 360 parce que même quand j'avais ma PS2, j'avais pas le truc réseau, je jouais pas en ligne. Ouais, la 360, ça a été le. Ah, mais ça a été la révélation. Alors Ouais. Vernam se foutra de ma gueule, Box aussi, parce que vous êtes des gars PC, mais effectivement, moi j'ai découvert le PC sur le tard. Complètement. Tu es nul, de toute façon. Non, mais très clairement, et moi le jeu en ligne, bah, mon premier jeu en ligne sur 360, ça a été Rockstar Table Tennis, qui était excellent, le jeu de ping-pong qui était Excellent. sorti Ah, il y avec avait la une. 360. C'était jouable en Bien sûr que c'était jouable en ligne. VS. Ah, c'est bien ça. Et les mecs étaient super cool. Je jouais contre je me rappelle C'est des vrai. Anglais, des Polonais. On s'envoyait des messages de félicitations. Ouais, c'était la révolution pour moi, très clairement. Et ben moi, c'est un peu la même chose que toi. C'est quand j'ai acheté la 360. J'ai toujours été très en retard sur les consoles et sur les configs PC quand j'étais jeune. Et j'ai acheté la 360 2-3 ans après sa sortie. J'ai mis un an à la brancher sur Internet. Je me suis mis à FIFA en ligne. Après avoir claqué ton abonnement Gold. C'est ça. Sauf que pour le coup, voilà, on pourra en reparler. La PS4 avec son abonnement payant, les serveurs sont toujours dégueulasses. Sur 360, on payait et les serveurs étaient quand même dans l'ensemble au rendez-vous. C'est vrai. Et Le joueur qui pour moi, est parti, non? pour moi, c'était quand même une révélation aussi parce que FIFA, à partir de là, c'était juste plus possible de jouer contre l'ordi, quoi. C'était trop. J'ai adoré vraiment la possibilité de jouer contre des humains qui adaptent leur jeu, qui jouent le jeu d'une façon que. Mais même Pas les scripté, Kevin avaient quoi. des touffes et qui jouent tout droit en courant avec Cristiano Ronaldo. T'es sûr que tu les regrettes Bah, pas, malgré tout, ça reste quand même moins lisible que de jouer contre l'ordi. certes. Et puis t'as le côté, bah voilà, j'ai battu un Kikou qui joue comme un enculé et voilà. Ouais, une fois sur 10, quoi. C'est ça. Ouais. Calexo, ça m'intéresse, toi. C'est quoi ta première expérience en ligne? Moi, c'était un petit peu avant vous, puisque j'ai eu la Dreamcast. J'ai eu Oh la là Ah oui. Dreamcast. Ah, tu fais partie des 3 europossesseurs de la Dreamcast dans le monde? Oh, déconne oui, pas, elle a c'est marché parti, bien quand même. Ouais, c'était une console fabuleuse, et elle avait le modem intégré, donc un petit modem 56K intégré. Et un jour, je m'en rappelle très bien, d'ailleurs, j'avais fait une petite crise à mes parents pour acheter Phantasy Star Online. Et je suis rentré chez moi et il fallait donc brancher le câble téléphonique de la console jusqu'à derrière la télé, la prise téléphone, puisque le modem était intégré. Et j'avais dû appeler France Télécom et me renseigner pour savoir combien ça coûtait par heure de jouer. Et ça coûtait 5 francs de l'heure. Ah la Ça coûtait 5 vache! francs de l'heure de jouer sur. Et donc j'avais affiché un petit papier sur la Dreamcast et puis j'avais fait un accord avec mes parents. J'avais le droit de jouer que 3 heures le mardi soir et le jeudi soir. Et le Faut reste, je rappeler que jouais le 5 reste du temps, francs, je ça jouais. fait moins d'1 euro. À l'époque où Ouais, on est c'était passé à ouais, l'euro, c'est ça. maintenant Ouais, ce c'est sera ça, c'était encore à peu moins près cher. 1 euro de l'heure, un peu moins d'1 euro de l'heure. Et c'était une expérience absolument fabuleuse de pouvoir jouer à Phantasy Star Online comme ça avec des gens. Malheureusement, les fonctionnalités de chat étaient très très minimes sur Dreamcast. Et ensuite, il y avait un petit objet pour hacker la Dreamcast qui s'appelait le Game Shark, qui permettait de créer, en passant par un PC, des objets complètement cheatés dans tous les jeux Dreamcast de l'époque. Et comme un abruti d'adolescent prépubère, j'ai voulu ramasser un objet qui permettait normalement d'avoir plus 1000 de PV. Et en fait, c'était un petit bug qui mettait les points de vie à zéro. Euh, et donc, Bien joué! Pratique. voilà, quoi, c'est comme un dealer qui vend une pilule qui ne fonctionne pas. Hashtag Berlin. Et donc, résultat, j'équipe l'objet et puis bah, je vois les points de vie à zéro, donc je meurs, tu ressuscites, point de vie à zéro, tu meurs. Il t'avait à peu près une seconde pour aller dans l'interface, essayer de déséquiper l'objet, mais c'était impossible. Voilà, c'était ma Ah. première Il y avait pas expérience. le GoldenEye de l'époque qui était jouable en ligne aussi? C'était sur GoldenEye, 64, hein. c'est Ouais, 64, non, ok, c'était plus du Ouais. split screen, quoi. Ah, c'est uniquement du split screen. Par contre, qu'est-ce que j'ai pu jouer en split screen? C'est un Ouais, des meilleurs jeux split screen de l'histoire du jeu vidéo pour moi. tout à fait, ouais, c'est vrai. Et toi, Vernam? Alors, je réfléchis depuis tout à l'heure. Oh, je suis Counter-Strike! incapable Bah, oui et non, parce que oui, donc j'ai effectivement joué à Counter-Strike. Je me souviens pas vraiment avoir joué avec des potes ou contre des gens. Mais je pense que ma première vraie expérience multijoueur, ça a dû être au game. D'accord. Sur Voilà. Ah ouais, navigateur dans les web, jeux de gestion. Sur navigateur, ouais. c'était génial ça. Ah oui, c'est pas tout jeune non plus. Mais pour le coup, t'étais pas vraiment en direct contre l'adversaire. Non, mais
voilà, pour moi, c'était la première vraie expérience multijoueur avec des potes. Voilà, c'est ce que j'entends par multijoueur, clairement. Jouer avec des amis contre d'autres gens, quoi. Et c'est avec quoi tu penses le Au système game, pour Ouais. situer, c'était un jeu de tactique gestion en ligne, c'est ça? Ouais, gestion de vaisseaux, Dans de l'espace. bases, dans l'espace, ouais. Une sorte de Alors, Warhammer. c'est assez dur à Ouais. représenter quand même, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas, c'est juste des menus. Des menus, c'est un petit peu comme jouer à Civ, juste Avec en ayant... d'imagination, quoi. Voilà, c'est ça. On sait qu'on a 2000 vaisseaux, etc., mais visuellement, on les voit pas. À part un chiffre marqué 2000, on ne sait pas qu'on en a 2000. Finalement, Et, c'est un peu le système Mon Petit Gazon ou je d'autres saurais jeux pas de te dire. gestion d'équipes de foot qui existent sur Internet depuis très longtemps aussi, où en Hat-trick, fait on fait ouais. on fait son équipe, où on fait sa tactique avant, et en gros il y a un match qui est prévu contre une autre personne à l'autre bout du monde. Ouais, Voilà. qui est parfaitement simulé, c'est de la pure C'est gestion. voilà, c'est joué à l'heure précise où c'était prévu d'être joué, mais en gros tu prépares Mhm. tout en amont, quoi. Mais dans Ouais, et puis O-Game, tout ça prenait prenait énormément de moins temps. Tout prenait Ouais, énormément c'est de temps dans ça. O-Game. Hein. C'est-à-dire que Et pas tu... Shinobi aussi, un truc comme ça? Shinobi? Non, ça vous parle pas? Non, on me dit rien. Si, mais Non. sur Il y a- Master il y a- System, on n'y avait pas de Oui, collection. voilà. Il y avait, Sur Mega Drive. je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu. C'était des espèces de combats de trolls ou je sais pas quoi. Où en fait, fallait inviter ses potes. Ça nous permettait il fallait faire des combats qui duraient 2 minutes, qui étaient en automatique. Où en fait, t'as le troll qui avançait vers son adversaire, qui lui donnait un coup, et puis après t'as l'autre qui lui donnait un coup en écge et tout. Vous avez pas connu ça, vous? Non, mais ça, c'est la vraie vie, en fait. T'as invité des potes chez toi et vous jouiez au troll, c'est pas comparable. Je me rappelle plus exactement comment ça s'appelait, mais c'était très très à la mode à l'époque au collège. Entre les Ouais. POG et puis les JoJo's. Ouais. On n'aurait pas connu le même collège. Hein. On n'a pas le même âge aussi. Voilà, Voilà. ça doit compter aussi. Donc, Alors le du multi... coup, est-ce que pour vous, enfin, on l'a un peu évoqué avec Carlo, est-ce que pour vous ça a été un bouleversement finalement de découvrir cette possibilité de jouer contre d'autres humains, d'échapper un peu à l'IA, Clairement, que ça a oui. bouleversé déjà votre expérience de jeu forcément, mais aussi vos attentes vis-à-vis des jeux, des nouveaux jeux? Ben moi, perso, il y a vraiment eu un avant, un après, parce que je me suis mis à Counter-Strike, donc j'ai acheté un PC, je l'ai mis dans ma chambre, j'avais 17 ans, j'étais un jeune ado prépubère comme Calexo, donc ça a clairement changé ma façon de jouer, je jouais beaucoup moins sur console et je passais ma vie à jouer avec des copains sur Counter-Strike, et après ça, en plus, je me suis mis à World of Warcraft, qui est peut-être le jeu qui a le plus révolutionné ma façon de jouer. Aujourd'hui, je suis vraiment de plus en plus incapable à jouer un jeu tout seul, à me lancer dans un style The Witcher, tous les RPG que j'aurais fait avant. Je suis incapable de les faire maintenant tout seul parce que tout seul, ça me fait chier. Donc oui, moi, le online et la coop ont vraiment révolutionné ma façon de jouer. Et aujourd'hui, je me vois pas jouer tout seul à un jeu, à part les jeux de gestion qui arrivent encore à me tenir comme Motorsport Manager. Il fallait que je le cale même dans le deuxième. J'étais obligé. Et donc voilà, donc moi ça a vraiment révolutionné le truc et c'est vrai que jouer avec des humains, à qu'importe le jeu, que ça soit un FPS, un STR, un jeu de foot, un jeu de baston, forcément jouer avec des humains ça apporte une dimension que l'IA ne pourra jamais apporter. Et oui, pour moi, oui, le online et la coop, le multi ont vraiment révolutionné ma façon de jouer. Dans le même genre, on a notre ami commun Gouingouin qui lui est maintenant incapable de jouer à un jeu solo tellement il a pris goût à cette idée de jouer avec ses amis et même des fois finalement le jeu sert juste de prétexte pour se retrouver pour discuter Clairement, autour oui. d'un micro. Et Oui, c'est très vrai, ça a tout changé aussi dans notre conception du jeu, quoi. Et c'est Ouais, précisément... comme je le disais sur Rainbow Six, ouais. Avant de partir, la Rainbow Six, je prenais juste du plaisir à me connecter avec tout le monde et jouer avec toute l'équipe, là, Jack, Louis, Mike, Carlos de temps en temps, Lucho, Vernam. Et alors qu'en fait, moi, c'est vrai que je pouvais pas vraiment y jouer parce que j'étais à moins de 30 FPS sur ma bécane avec un ping pire que celui de Chicago. On a perdu pour lui. Vernam. De nouveau? On Non. a perdu Vernam. Non, je parlais aux 30 FPS. On t'a perdu aux 30 FPS. Mon cœur oui, s'est arrêté oui. une demi-seconde et puis il est reparti. J'ai commencé Là, il a à commencé à prendre, accrocher une corde à sa poutre, voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect que finalement le social l'emporte sur le compétitif. Et ça fonctionne, c'est vrai, c'est très vrai pour moi. Mais Ben, c'est- c'est ce qu'on a connu énormément, ben, notamment tous les quatre, bon, pas Vernam, sur la Xbox 360, où personnellement j'allumais la Xbox 360 pour vous retrouver à vous et jouer avec vous, c'est ça, il y plus avait que toujours pour un jouer, groupe quoi. d'amis qui était ouvert Ah, et c'est ça. on rejoignait. Ouais, mais Alors, alors, pour le coup, tu vois... j'ai quand même une remarque. Attends, j'ai connu la 360 chez mon voisin à l'époque, qui avait une 360. À 30 FPS, donc Ouais, faut le je préciser, châtiais parce que tous les sinon, ça la matins. honte. Et je me souviens quand même de très bons souvenirs sur la 360 où on a passé 2 mois, 2 mois de nos vacances d'été non-stop, tous les jours, 10 heures par jour, à jouer à Halo 3. Ah, Ah, comme Excellent. quoi. Halo En mode 2, Et multi sur le multi, ouais, on était en écran splitté et on jouait à ça. On était collé à 20 cm d'un vieil écran qui traînait là, à s'exploser la rétine. Et on n'avait qu'un micro à l'époque, du coup, il y avait effectivement ce groupe de potes avec qui on jouait régulièrement. Mais du coup, on devait régulièrement s'échanger le casque pour entendre ce que les autres disaient. Mais c'est bien que t'en parles parce C'était, que pour le coup, il y avait un split screen, mais on pouvait jouer quand même en multi. Ça, ouais, c'était- ouais, ouais, ouais. Avec un pote sur le même écran. Ça, c'était vraiment top. C'est clair. Enfin, quand je dis multi online avec un pote. Donc là, c'est quand même, c'est encore, enfin, c'est encore possible sur quelques jeux, Très mais peu. c'est vraiment Très, devenu très de plus peu. en plus rare. Sur Et, FIFA, je crois que c'est ouais. jouable aussi. On peut ajouter une deuxième manette et faire Ouais, du sur 2 FIFA, contre 2. Oui, Rocket après c'est League quelque chose Mario aussi. Kart et qui me compagnie. manque Hein. sur PC en fait. Clairement, si j'ai un regret en fait par rapport au fait d'avoir un PC, c'est uniquement ça. C'est t'as quelqu'un qui vient, t'as qu'un clavier, t'as qu'une souris, t'as qu'un fauteuil. Et ça, je trouve ça nul. Bon, Ouais, mais il y avait les LAN aussi, les rassemblements LAN qui permettaient Non, de je suer n'achèterai pas entre de console. potes. Ouais, mais ça c'est encore autre chose. C'est effectivement, mais c'est pas le même plaisir que dire tiens, viens, on va faire une partie d'Halo 3, tu vois. C'est finalement, ouais, c'est vrai que c'est la facilité que permet aussi les consoles aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on a Discord qui nous permet de chatter facilement et de Enfin, avant, jouer il y en avait multi ensemble. TeamSpeak, Mumble, etc. Ouais. Mais C'est vrai. voilà. Il y a juste, il y a quand même un truc qui me chagrine, et alors c'est marrant parce que Calexo l'avait anticipé lorsqu'on préparait un peu le podcast, mais je suis le premier à être amoureux des sessions en ligne que l'on fait ensemble notamment, et vous êtes, effectivement, le côté social prend une ampleur qui pourrait presque même être supérieure à l'intérêt du jeu en lui-même, mais quand j'entends Box par exemple dire, et je respecte hein, ce qu'il dit, mais Ouais, bof, hein, tu me respectes non, rarement. mais je te respecterai plus tard. Respecte-moi. C'est le fait Bitch. d'en être arrivé au point de, effectivement, de plus du tout être capable de jouer seul, alors que il y a effectivement des dizaines, et de plus en plus maintenant, des dizaines et des dizaines de jeux qui sont exceptionnels, effectivement, qui sont solo, mais qui proposent quelque chose d'absolument merveilleux. Alors pour tout avouer, moi Je j'ai trouverais trouvé ça presque dommage, quoi, tu vois, d'en Je être comprends au ton point point de d'être vue, mais fermé j'ai trouvé complètement. la solution à ça, moi. Ok, Maintenant, c'est ce que quoi je fais quand il y a un jeu solo qui me tente vraiment, tu sais, au niveau de l'histoire, du scénario et tout. Tu te Mais mets pas en que ligne. C'est ça Non, même pas. Tu résilies ton non, parce qu'en abonnement ce moment, tu vois, je suis à 40 heures de Hollow Knight, tu vois, là, pour le coup, je suis à fond dedans parce que les streams que j'ai vus m'ont donné envie d'y jouer. Mais sinon, je me dis, si je me sens pas capable d'y jouer, par exemple, à tout hasard, le dernier Resident Evil, je suis incapable de jouer à ces jeux-là. Evil. Resident Evil. Evil. Resident Oui, c'est Evil, pas le même. voilà. C'est pas le même. Resident Evil, voilà. Hein. Merci, c'est beaucoup mieux. Et bah, je suis incapable de jouer à des survival horror parce que je me chie dessus, en gros. Ah, mais Déjà, tu je me prêches un chie souvent convaincu, dessus. là. Voilà. Bah, Et bah, je joue pas, hein. ce que je comme moi, fais, quoi. parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui se passe dans le jeu, d'avoir la culture du jeu un peu, de pouvoir en parler. Je vais regarder un stream, quoi. Même si ça va me prendre 20 heures de suivre le mec, même si parfois je vais être frustré parce que il avance pas comme j'aimerais qu'il avance ou moi j'aurais fait autrement. Bah, Ah non, mais on se Ça retrouve, m'arrive. d'avoir la globalité de l'histoire et de savoir ce qui s'est passé. on Et se puis, retrouve à 1000% là-dedans. Hein. Moi, je c'est préfère. comme un film en fait. Ouais, non, mais moi je préfère franchement suivre un streamer ou un YouTuber qui va faire un jeu de flip notamment, parce que je pars du principe que c'est pas, On a une c'est pas, expérience c'est pas commune sur possible. Pity d'ailleurs. Ah ouais, non, mais c'est infâme, moi c'est pas possible, donc je préfère franchement regarder un YouTuber faire un playthrough d'un jeu en entier plutôt que d'avoir à acheter des slips toutes les 48 heures, quoi, très clairement. Parce que j'ai une anecdote sur le sujet. Au moment où Pity est sorti donc sur PS4, c'était la démo
de l'ex-futur Silent Hill, ce qui a été annulé depuis. Où en fait, le jeu, si vous ne le connaissez pas, en gros, on se balade dans un couloir, on passe la porte et on se retrouve dans ce même couloir et ainsi de suite. C'est un espèce de tunnel. Et plus on passe les portes, et plus il se passe des trucs glauques. Ouais, en Très fait, tu très passes ton glauques. temps à faire le tour de la maison par les mêmes C'est portes, ça. sauf que l'environnement change, devient de plus en plus glauque au fur et Et à donc mesure. Carlo et moi, en fait, on s'est retrouvés je sais pas, à 2-3 heures du mat à regarder notre ami Gouingouin qui streamait le jeu pour nous, qui était au micro avec nous, donc on a essayé de l'aider sur certaines énigmes. En fait, il s'avère qu'il y avait un petit délai dû au stream de 10 secondes. Et à un moment, en fait, il s'est fait sauter dessus par la nana qui est absolument horrible. Tu vois une tête atroce qui te saute à la gueule. Et en fait, il était tétanisé sur le moment, il a absolument rien dit. Oui. Et nous, on s'est retrouvés 10 secondes après à gueuler comme des tarés parce qu'on Parce on qu'on a avait un vu la décalage de fille 10 sur la secondes avec gueule, lui. quoi. Le lag. Quoi. Et moi, pour le coup, c'est vrai que j'étais caché sous ma couette, quoi. Et Ouais, bon, moi, pour le coup, c'était une expérience solo, donc mais grâce à Internet, on a pu la vivre un peu en multi quand même, quoi. Et du Non, coup, mais après, vous ce que regrettez tu pas un dis, peu cette, je sais pas, le fait qu'on se retrouve plus entre potes, même sur console maintenant, autour d'un canapé, on commande des pizzas, et puis parce alors que ça, c'est maintenant il y a plus de split screen, donc C'est les jeux vidéo qui veulent ça aussi. non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Lucho. Personnellement, ça m'arrive encore de faire des LAN avec des copains sur des jeux comme Edge of 2, comme Counter ou autre. Et chaque année aussi, avec des potes, ils viennent à la maison et j'ai des jeux sur Steam qui sont faits pour ça, pour jouer ensemble sur un canapé avec une pizza et une bière, style comment Speedrunner, Towerfall style aussi qui était bien. Towerfall Ascension, enfin des petits jeux comme ça qui sont blindés de fun pour jouer à 4, 5 sur le même écran. Il y en a vraiment plein sur Steam. Donc non, moi je continue à faire ça parce que c'est pas la même saveur que de jouer en ligne. Donc franchement, je me suis fait une soirée avec des potes, on s'est fait des speedrunners pendant 3 heures et demie comme des stupides, alors qu'on a 30 ans, des gamins, des chiens et des maisons, et on avait l'impression d'avoir 16 ans et de retrouver les mêmes soirées. Donc il y a toujours des jeux pour faire ça. Après, ça nécessite une organisation Bernam, différente, tu voulais dire quelque chose? mais non, je continue. Pour rebondir du coup sur ce que disait Duccio, moi la dernière expérience sociale, on va dire que j'ai eue par rapport aux jeux vidéo, c'est depuis que j'ai acheté un HTC Vive, parce que au final maintenant c'est un prétexte pour dire genre viens tester la réalité virtuelle et j'ai passé d'excellents moments là-dessus à faire découvrir des jeux à des potes, à se mettre un petit peu en compétition sur du tir à l'arc ou des conneries comme ça, et je trouve que la façon dont c'est conçu, c'est fait pour être un concept très individuel. On est tout seul chez bah, soi avec carrément, le oui. casque sur les yeux. Et au final, c'est un très bon truc pour faire venir des gens, leur faire tester. Et les gens ont tous la même réaction. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très dur à comprendre tant qu'on n'a pas mis la tête dedans. Ouais, mais Et, Vernam, tu le fais une fois, tu vois. ouais. Tu mets Job Mmh. Simulator à un pote, effectivement, il va trouver ça génial, mais après tu le fais une fois, vous allez pas vous retrouver toutes les semaines ou tous les mois. En plus, c'est ce que je trouve génial, c'est que le Vive, la réalité virtuelle en soi, et tu l'as dit toi-même, c'est précisément la chose la plus parlante dans le jeu vidéo moderne pour se fermer de tout ce qui peut exister autour de toi. Et on s'en sert comme d'un vecteur presque un vecteur social. Là, Ouais, c'est ça, clairement. Après, je te contredis parce que justement, j'ai un groupe d'amis avec qui je vais partir prochainement au Canada. Euh, Eux, ils viennent régulièrement. On se fait une bouffe et puis après, on se fait un peu de Vive ou comme ça, quoi. Donc, ouais, ça devient un rendez-vous un peu régulier parce que pour moi, ça me donne l'occasion d'essayer de trouver de nouveaux jeux, etc. Et puis, pour eux, ça leur donne l'occasion de. Parce que c'est un petit côté addictif quand on a un. Voilà, tu deviens vite blasé. Tu t'en fais 10, 20, 30 heures sur 2 semaines. Et puis après, tu joues de moins en moins. Et du coup, ça te permet de dire, ah tiens, j'ai testé ça, tiens, il y a Roboricol qui est sorti, viens voir, machin, etc. ouais, non mais voilà. Parce que moi j'ai un Alexo, PSVR par exemple, excuse-moi, promis mon Calexo, t'as la parole juste après, mais j'ai un PSVR, j'ai invité à peu près tout mon entourage qui est venu quasiment dans la seconde pour l'essayer, depuis je l'ai jamais pu ressortir. Ah, mais ils ont tous vomi en même temps, c'est normal. Si tu leur as fait tester Resident Evil, ça se comprend. Hein. C'est vrai, c'était le cas. Alexo, ton avis sur tout ça? T'as pas entendu? Non, mais moi j'ai la curiosité VR
complète et je pense qu'il y a certaines expériences VR qui n'ont pas encore été complètement exploitées. Je pense qu'il pourrait y avoir un mélange de quelqu'un dans le casque VR et 3 autres à la manette. Et je pense que ça pourrait y avoir des concepts qui se Un développent peu qui dans sont le pas mode mal. de la mablette. Ouais, la Wii U Ouais, en VR, quoi. c'est ça. Je pense qu'il Mais y a encore deux, trois choses. ce qu'on retrouve finalement dans la VR, c'est aussi ce qu'avait apporté la Wii à ses débuts. C'est un concept novateur qui permet justement de raboter des gens chez soi pour le faire découvrir, qui permet de se réunir. Mais au final, une fois qu'on a découvert le concept, euh, Ouais. est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'on se réunit régulièrement? Est-ce qu'on ne devient pas un peu blasé? Ouais, c'était très limité là, oui, hein, quand même. C'était très très En même temps, c'est vrai répétitif. que Nintendo s'est beaucoup placé sur ce domaine-là, finalement, des soirées entre potes avec des jeux casual faciles à prendre en main qui permettent de se réunir, de se marrer un coup. On en revient à au multi de notre enfance, tout simplement. C'est ça, mais Et c'est ça qui bizarrement, nous manque de ce aussi. que je ressens dans nos discussions, c'est qu'il y a effectivement un vrai manque. Moi, je vois aujourd'hui, Alors, on a aussi la trentaine passée aujourd'hui, hein, pour la plupart. En tout cas, on est plus vieux que ce qu'on l'était quand on était jeune. Bonjour, merci, Captain Ah oui. Obvious. Merci, Mais- c'est ça. C'est Platon Obvious. ou Aristote, ça? Platon voilà, ou Aristote? très- On est plus vieux maintenant qu'on l'était avant. Je sais plus. Mais comment dire avant, on jouait à quoi? Enfin, moi, dans mon cas, 99% c'était du PES. C'est vrai. Ah, ouais, non. Pas, Non, c'est vrai, mais Ou oui. du Mario Kart. C'est comme sur un jeu. Mais il y a quand même un autre truc, je pense aussi, le multi, même. C'est un peu finalement à l'image de cette démocratisation des jeux vidéo, un peu vouloir attirer le plus grand public possible. Et il y a ça aussi, ce côté qu'on a perdu, par exemple, quand on était gamin, le fait que notre meilleur pote ait acheté la dernière console, et nous, on pouvait pas du tout se le permettre, et on allait jouer chez lui, et on était fascinés par ce qu'on voyait, quoi. Ouais, Et c'est vrai. maintenant, les gamins, enfin, ils ont La tous la dernière VR, console, et moi, je pense que ça reste encore d'actualité un petit peu. Avec Carlo qui a pas mal les nouveaux hardware, je pense qu'en effet, il peut inviter pas mal de potes chez lui. Qu'est-ce qu'il préfère, les gens, la Switch ou la VR, Carlo? Bah écoute, je peux pas te dire la Switch parce que le seul jeu qui potentiellement est social est une merde infâme. J'en ai parlé dans le précédent podcast, c'est One to Switch. Alors jamais de la Oui, vie c'est vrai. j'achèterai. Ouais. Donc après, la Switch aujourd'hui a pas d'argument, a pas d'argument multi fédérateur. À la fin du mois là, quand Mario Kart arrivera, ok, et le jeu remplira ce rôle-là. Après, il y aura pas l'effet surprise. D'accord. Hein, ça reste Mario Kart. Ouais. Non, la VR, Ouais. bah oui, la VR, bien évidemment, la VR depuis quelques temps maintenant. Ça reste en fait le plaisir que tout le monde a envie de découvrir et peu personne Bah oui. passe le pas parce que ça reste des gros investissements. Mais est-ce que Non. c'est pas générationnel, justement, comme je disais, nous, on a connu cette période-là où on C'est allait la chez le nouveauté. pote pour tester le dernier truc, et C'est une est-ce que vraie les nouveauté générations technologique. actuelles sont là-dedans, quoi? Ouais, Ouais, non, et puis la conception des jeux a beaucoup évolué aussi. Quand tu prends un Super Smash Bros. Smash Bros. Voilà. Ouais, voilà, Ouais, c'est bon, on a compris la bagarre voit avec de quoi tu Mario. parles. Et que maintenant tu prends un Call of Duty, tu fais bon, voilà, c'est pas, tu vois, un Call of Duty, bien que tu as un split screen dessus, c'est pas un jeu qui est fait pour être joué. Voilà. Ah bah non, mais c'est ça- abandonné. De toute façon, le multilocal, hormis pour les jeux de sport ou de confrontation directe, 1v1, ça peut être le cas dans le cadre d'une course ou effectivement du sport, tout simplement, comme je le disais, ça se perd complètement. Le mode en ligne est devenu quasiment le seul multijoueur viable pour les jeux actuels. Mais est-ce que Mm. justement, c'est pas une facilité qui a été prise par les constructeurs? On se dit maintenant, Ils ont pris la on a un tangente du mode qui marché. permet de jouer avec tout le Là, monde, tu et puis on va pas s'embêter. Et en même temps, ils ont laissé aussi la porte ouverte aux développeurs, aux studios indépendants qui peuvent. Bah, c'est là où Steam a vraiment sauvé le truc, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les jeux style Speedrunner ou Towerfall, où il y en a plein d'autres, hein. Après, c'est vrai qu'il y en a moins qu'avant et que les AAA ou les blockbusters sont pas faits pour être joués à 4 devant un écran
il y a plus ça. Mais après, les studios indés ont quand même pris le contre-pied de ça et sorti des jeux vraiment sympas à jouer en multilocal. Après, c'est sûr que comparativement avant où on pouvait se coller devant n'importe quel jeu à 4 ou à 5, maintenant c'est plus compliqué. Il faut aller chercher le jeu qui correspond à ça. Et tu fais bien de mentionner Towerfall qui représente ça à l'extrême. C'est-à-dire que Towerfall Ascension, c'est peut-être aujourd'hui le meilleur jeu multi-local qui puisse exister. À mes yeux, en tout cas, Alors qu'en solo, c'est génial. Et par contre, il n'y a pas de mode multijoueur en ligne. Les mecs refusent. C'est ça qui est canon, c'est qu'ils prennent effectivement complètement la tangente pour le coup. Bah, clairement, oui. Pour le coup, je pense que c'est vraiment volontaire de leur part, quoi. Je pense que c'est fait un jeu pour réunir les gens et puis. Puis le jeu est fait d'une telle façon où la réactivité est vraiment très importante. C'est vrai que si t'as des mauvaises connexions. Ah, si t'as une mauvaise connexion, ce jeu devient injouable. C'est un jeu basé vraiment sur le skill rapide. Donc, c'est un peu de la connerie pour moi, ça. Hein. Très franchement, si tu veux faire un mode. Street Fighter. Voilà, vas-y. Doit être 10 fois plus précis. Les timings d'un Street Fighter sont. Mine de rien, ça coûte aussi d'avoir des serveurs capables d'héberger les parties. Ouais, pas autant que tu le crois, hein. Honnêtement. Maintenant, non, mais c'est vrai que bon, voilà. Puis bon, c'est quand même le style de jeu où c'est toujours sympa de se vanner et de se troller en ayant son pote à côté que plus par Discord. Enfin, moi, ça me choque pas. 4 mecs qui gueulent comme des veaux dans la même pièce parce que. C'est pas pareil, quoi. Moi, je suis désolé. Moi, je trouve que ça manque à Towerfall un mode en ligne. Je suis désolé. On est capable de rire énormément à distance aujourd'hui ensemble et de passer des super moments. Pourquoi ça serait pas le cas sur Towerfall? Je comprends pas. Parce que après c'est vrai qu'en plus Towerfall c'est vraiment un jeu qu'on adore et je pense que ta réflexion c'est aussi liée au fait que on habite tous pour la plupart à l'opposé de la France et qu'on se voit qu'une fois par an donc. Oui, c'est après. Si on y jouait tous les jours en ligne, est-ce que ce serait la même expérience, quoi? À mon avis, ça perdrait un peu du sel. C'est sûr que moi, j'y joue qu'une fois ou 2 fois par an avec des potes quand ils descendent. Et forcément, ça n'a pas le même sel que si on y jouait toutes les semaines en ligne, quoi, comme on joue à un FIFA ou comme on joue à un Battleground. Enfin, voilà, ça n'a pas le même sel, quoi. Speedrunner, j'y ai pas joué depuis que le mois d'août dernier avec mes potes et j'y rejouerai que en août prochain avec mes potes et ça me manque pas entre les deux, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment le style de jeu où on doit jouer avec des bières et des pizzas et des copains. Dernier tour de table un peu pour avoir l'avis de chacun, un bilan du coup c'est un peu sur cette émergence et maintenant cette prépondérance du multi en ligne. Vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose au final? Ça dépend quel type de multi. T'as de la coop et puis t'as le multi compétitif. Ouais, c'est pas pareil. Et au milieu t'as un peu un vide, quoi. C'est-à-dire quel vide? Je sais pas comment définir ça. Je trouve qu'il y a énormément de bons jeux. Je vais prendre l'exemple de League of Legends que j'ai adoré à l'époque et qui sont devenus un jeu tellement compétitif que avoir une bonne ambiance entre tes amis, c'est devenu compliqué parce que tout ce qui importe au final, c'est ta performance, quoi. Ah oui, non mais ça d'accord, mais dans ce cas-là, tu te places un peu du côté de la coop, effectivement, ou alors peut-être aussi dans le roleplay. Moi je vois là, il y a la grosse révolution GTA RP qui vient d'arriver sur PC, là il y a un serveur de dingue pour du GTA en roleplay. Pour moi ça c'est encore le next generation du jeu en ligne, quoi. C'est un truc de dingue. Allez voir des vidéos sur YouTube, il y en a partout de GTA 5 RP, c'est complètement fou. Je comprends pas là. Moi non plus. Roleplay. Roleplay. Vous vivez votre vie dans GTA, quoi. En fait, effectivement, j'aurais dû poser les bases du RP. On peut ouvrir des portes maintenant, c'est ça? Il y a des bâtiments qui sont... Ouais, il y en a un petit peu. Non, mais c'est... Et il faut aller travailler à l'usine tous les jours aussi. Toutes les instances du jeu sont tenues par des hommes. Dans GTA 5 RP, tu as un gouvernement avec un président humain, une équipe de garde du corps humaine, des services de police humains. L'IA en est réduit à son strict minimum et le but est d'agir dans le serveur comme tu le ferais dans la vraie vie avec les mêmes... Le jeu, c'est de pas créer de la dette. Non, le but du jeu, c'est un peu de t'en sortir, quoi. Va voir ça. Ils ont fait ça aussi sur Altis Life, qui est un mode de Garry's Mod, si je dis pas de bêtises. Arma 3. Arma 3, pardon. Oh là là. Tu vas te faire taper, fais gaffe. Non, mais tapez-moi, parce que je suis assez peu... Là, je me suis lancé dans un truc que je maîtrise pas. Mais
T'as effectivement dans le GTA RP une notion du multijoueur qui est encore envoyée à l'extrême encore plus parce que là, tu joues un rôle qui est crédible dans une vie de tous les jours, si tu veux. C'est presque dangereux, j'ai envie de te dire, hein, dans le fond. Tu rentres C'est un là-dedans, t'en peu sors Second jamais. Life, quoi, c'était ça. Ouais, je C'est connais. les Sims avec des guns, quoi. Non. Faut qu'on conclue, les gars, sur le sujet, là, vite fait, avec Alexo. Ouais, moi au niveau du multi, tant que Rocket League existe, moi de toute façon je suis heureux. Voilà. Ouais, j'ai envie tous quand mes même deux- de le signaler tous les mois, mais Rocket League, c'est incroyable ce qu'ils font, quoi. C'est un jeu de Oui. dingue. Moi tous Oui. mes vœux ont été exaucés hein, depuis. Si j'avais découvert Rocket League il y a 15 ans, je pense que ouais, ma vie, j'en serais pas là dans ma vie. Non, c'est vraiment. C'est quoi, ça fait 2 ans qu'il est sorti? Ouais, On s'en lasse ouais, c'est jamais, ça. quoi. Exactement 2 ans, ouais. Et Non, les non, non, mecs non. ressortent des patchs gratuits tous les 3 mois. Enfin, c'est C'est très bon c'est suivi, bien. franchement. Ubisoft Ouais, devrait en non, prendre de la graine. Spécial dédicace à Smiley Bee. On finit avec toi, Box. Moi, sur le multi, que ce soit compétitif ou autre, j'ai beaucoup joué. J'ai vraiment adoré ce que c'est devenu, même si j'ai un peu la même critique que Vernam, notamment sur LoL. Après, c'est genre pareil, le multi, c'est bien, mais c'est ce que la communauté en fait qui, des fois, peut devenir vomitif. Ouais. Après, je trouve que ce qui manque vraiment, c'est plus la coop sur des jeux type solo avec une vraie histoire, etc., où la coop est pas développée ou pas assez pour moi. Et par exemple, j'ai adoré Dying Light, le faire à 2, à 4, à 3 avec des potes, alors que c'est un jeu que j'aurais jamais fait tout seul. Et à 2, 3 ou 4, je me suis régalé. Et je trouve que le mode coop devrait être dans tous les jeux. Maintenant, dans tous les jeux, il devrait y être qu'on puisse faire l'histoire à 2, à 3 ou à 4. Et c'est très peu développé pour moi. Donc sur le multi compétitif, il n'y a pas de souci, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve que le coop n'est pas encore assez développé par les développeurs. Sur ce vœu pieux, on va clore ce débat et on va passer à la dernière rubrique de cette émission, les recommandations culturelles. Les recommandations culturelles de nos membres du jour, nos invités du jour, on va commencer par Vernam, hein, mais il me semble que tu n'étais pas trop fixé, c'est ça? Ouais, non, je suis pas trop fixé parce que bon, au niveau culture, je lisais beaucoup, je consomme énormément de séries, de films, etc. Mais je pense pas pour autant dire avoir un avis, une recommandation, on va dire, vu que mes connaissances en filmographie et autres sont proches du néant. Je suis À la bon volée, public, si tu as un truc à voilà. citer. À la volée, c'était juste pour un peu le clin d'œil qui m'a surpris. Ça a été Assassin's Creed. Je m'attendais à un navet. Pour Je être l'ai eu. tout à fait honnête. Et en Voilà. fait, c'est carrément un couscous. Il y a un peu plus de légumes que ça dedans au final. Et non, j'ai quand même été assez surpris parce que ça a été adapté pour que ça reste un côté un peu production hollywoodienne. Mais ça reste. Fassbender en SDO, c'est ça? Ouais. Pas Ezio, c'est autre chose, hein, c'est une autre histoire. Non, ouais, ça se décroche en fait de l'univers d'Assassin's Creed dans l'histoire, etc. Mais ça reste suffisamment proche. On trouve les acteurs principaux qui sont des corporations, Abstergo, les Templiers, les Assassins, etc. Quand Mais, j'ai vu la gueule de l'animus, j'ai fait non, c'est pas possible. Ouais, voilà, ça c'est le genre de choses qui choquent, mais au final, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour les fans de la série, quoi. Voilà. Non, justement Ouais, pas pour non, les fans de non, la non, série. non, non. Moi, je Non, suis non. attaché à l'univers. Après, voilà. Moi, je jouais surtout Non, à Assassin's Creed pour si t'es- l'univers qui me rendait Voilà, fou. si t'es attaché à l'univers, si tu t'attends à voir quelque chose qui reprend intégralement et on va dire mot pour mot l'univers Assassin's Creed, faut pas le voir. Parce Mais que quand je c'est pas parle le cas. d'univers, je parle plus de l'univers aux transcriptions du mode de vie de l'époque. Ouais, mais alors là, c'est pareil, c'est pas vraiment le cas, parce que tout ce qu'on a du mode de vie de l'époque, c'est des cascades, des mecs qui se tailladent la jugulaire, etc. C'est Donc, ça, enfin. Eh ben, tu m'as convaincu. 70% du Je film, le regarderai pas. 70% du film se passe dans le présent. 70% du film perdre se passe Calexo, dans le bon, présent. Donc l'aspect historique d'Assassin's Creed, pour moi, il a pas du tout été approfondi. Ok, bah. Non. En revanche, je c'est- trouve qu'il a été bien réalisé. Ouais, ok. D'accord. Box, recommandation culturelle. Alors, moi, ça restera dans le monde du jeu vidéo, parce que j'ai changé de taf et j'ai pas eu le temps de regarder ni films, ni séries, ni livres, ni tout ça. Le seul temps que j'ai passé actuellement sur un truc culturel, c'est Age of Empires 2 HD. Alors, c'est un vieux jeu, je sais. Alors, rigolez pas, hein, j'en ai rien à foutre. Non, c'est un jeu qui est sorti en 1999 et qui a été réédité en 2013 par des fans.
C'est un STR, tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est le seul STR que j'aime bien. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est STR, eh ben j'en ai rien à foutre, vous avez qu'à regarder sur internet. Voilà, méchant le garçon. Non, c'est un jeu tactique à la StarCraft, à la Age of Empires, qui est un basique. Calexo de retour. Bonjour. C'est un jeu qui a été réédité par des fans qui ressortent des nouvelles civilisations, des nouveaux bâtiments, etc. Donc c'est vraiment le style de Surtout jeu. la nostalgie qui t'a attiré ou La nostalgie, puis le fait que 2 ou 3 potes, on se mette ça sur Steam, on se fait des parties de 2 ou 3 heures, c'est marrant, c'est tactique, on rigole, on se fait poutrer par l'IA qui a été refaite. Voilà, c'est vraiment un STR à l'ancienne comme j'aime bien. Il y a pas de STR aujourd'hui qui me botterait et qui je trouve correspondent à ce jeu-là. Donc c'est dans les vieux STR qu'on se régale le plus, je trouve. Donc pour moi, c'est un must-have, Age of Empires 2 HD. Calexo, tu es de retour? Ah, Et non, Calexo, on l'a perdu, à mon avis, on va pas le retrouver. Eh ben, donc, je vais enchaîner moi sur ma recommandation. J'ai vu là hier une vidéo sortie sur YouTube, un live de Rammstein à Paris, Mutter, pour ceux qui connaissent. Ça donne envie, et ça donne tellement envie qu'en fait ils vont sortir un DVD. D'ailleurs, je crois que c'est le live, Carlo, que tu as vu en direct dans un cinéma en 4K, c'est ça? Ouais, ils ont fait une soirée spéciale dans les Kinépolis de France où ils diffusaient le concert en 4K Dolby Atmos, alors le nouveau Dolby qui te rend encore plus sourd que l'ancien Dolby. C'est En 60 FPS ou pas? C'est important. Pas j'en sais rien, mais c'est absolument grandiose. Alors faut aimer le métal, faut aimer Rammstein, faut aimer un peu tout ça. Forcément, bien évidemment, j'irai jamais voir Jennifer Lopez en Dolby Atmos. Je pense, on sait ce qu'on va voir, mais Quoique en 3D, avec le boule qui bouge. voilà. Oh, même pas. Trop. À 17 € la place, t'évites. Non, Donc c'était voilà, très bien. Quoi. Allez voir cette vidéo de Mutter qui est sortie récemment sur la page officielle du groupe YouTube. Si vous avez déjà vu, ou si vous l'avez pas vu, en tout cas, allez voir le live aux arènes de Nîmes qui est sorti il y a facilement 10 ans, un truc comme ça. C'est juste monstrueux. Si vous connaissez pas Rammstein, même si vous aimez pas la musique, rien que pour les effets pyrotechniques, c'est des lives qui sont absolument splendides à voir. Ouais, et puis sur le concert de Paris dont tu parles, le montage vidéo est complètement fou. C'est incroyable. Et donc voilà, tu me confortes dans mon idée que je vais sûrement acheter ce DVD. Ah oui, je t'y encourage. On va conclure avec toi, Carlo, vu que Calexo a l'air de. Ouais, Calexo a partir et de revenir. quelques difficultés malheureusement. Moi c'est simple, je vais parler de production Netflix en substance. Donc j'ai adoré Daredevil, j'ai adoré Jessica Jones, j'ai adoré Luke Cage. Et je me suis dit putain, il serait peut-être temps qu'il y ait un super-héros Marvel par Netflix que j'aime pas. Bah ça y est, c'est arrivé, Iron Fist, pardon. J'ai trouvé ça, mais alors mauvais. Je vais pas dire du début à la fin, parce que le début était plutôt prometteur. Mais alors, plus ça avance, plus ça part dans du grand n'importe quoi. Je trouve que autant c'est assez juste au départ et ça devient carrément mal joué et caricatural à partir du 6e épisode. Bref, grosse déception. Il y a les Defenders qui doivent arriver dans quelques semaines sur Netflix qui vont regrouper tous ces super-héros. J'espère juste que notre ami Danny Rand, vu que c'est comme ça qu'il s'appelle dans la série, sera mis de côté très rapidement, mais je le crains que non. Ce qui est bien, c'est qu'on fait une rubrique recommandations culturelles et il y en a 2 sur 4 qui sont des recommandations de ne pas aller voir les trucs. Ouais, oui, c'est pas faux, c'est vrai, pourquoi? C'est l'anti-recommandation culturelle. Ouais, c'est l'anti-recommandation. Perdez pas votre temps, jouez à Age of Empires et écoutez du métal. Exactement. Et sur ces paroles saintes, on va conclure cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à toi, Vernam, notre premier invité. J'espère que tu vas lancer une belle série. Merci de m'avoir invité. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur détendudupad.com avec un S à détendu et sur le forum.détendudupad.com toujours avec un S à détendu. Également un Discord disponible si vous voulez nous rejoindre, discuter avec nous et jouer avec nous, principalement sur PC. On fait un très gros bisou à Calexo qu'on a perdu en cours de route, mais merci à lui d'être venu. Bisous, bisous. Exactement, et je voulais conclure là-dessus. Si jamais parmi vous, là, vous voulez donner un moyen à nos auditeurs de vous suivre sur Twitter, par exemple, si vous avez un truc comme ça, n'hésitez pas. De mon côté, c'est @willvgd, donc moi, je me ferai un plaisir de vous accueillir et échanger un peu mes recommandations
quotidienne. Moi, c'est Carlo Pitts, C-A-R-L-O-P-I-T-S, à peu près sur toutes les plateformes du monde, sauf. Si, j'allais dire sauf Facebook, mais il y a aussi un Carlo Pitts sur Facebook. Donc, c'est assez simple. Et je doute que tu veuilles qu'on t'ajoute sur Facebook. Ouais, oui, je doute de Facebook tout simplement en fait. C'était la deuxième édition des Détendus du Cast. On vous remercie d'avoir tenu jusque-là et de nous avoir écoutés. C'était assez long. On vous retrouve le mois prochain pour le 3e numéro. À très bientôt. Salut tout le monde! Plus c'est long, plus c'est bon.